Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Brigitte Macron-Hillard au mémorial de l'Holocauste. Procès Palmade, le scandale, et Valérie Hayé, c'est fini. Avant de répondre à ces trois questions et développer d'autres informations, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le réaliser car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur de fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen et Liberté Chérie. Merci à eux du fond du cœur et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, 75 000 abonnés. Merci à tous, parce que sans vous, il n'y aurait pas d'entretien des patriotes. Alors on continue à soutenir la réinformation, on lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Hier, j'évoquais le voyage présidentiel en Allemagne. Et vous êtes unanime, Emmanuel Macron, c'est la réincarnation de la honte. Et je pense que vous n'allez pas changer d'opinion quand je vais vous raconter l'attitude de Bribri au mémorial de l'Holocauste. Mais vous réclamez tous quelque chose, un discours de Macron. Après celui de Berlin, voici celui de Dresde. Réveillons-nous. À Dresde, Emmanuel Macron met en garde contre l'extrême droite. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce titre ne vous fait pas tiquer ? C'est le verbe, en effet, réveiller. Parce que c'est notre slogan, réveillez-vous. Vous avez reconnu la vieille technique de l'inversion accusatoire. En effet, nous appelons les Français à se réveiller, qu'ils se dressent contre le World Economic Forum, Pustula, Schwab, l'européisme et l'extrême centre. Et oui, plus c'est gros, plus ça passe. Mais la question que je me suis posée, comment les sympathisants d'Emmanuel Macron pouvaient recevoir ce type de discours? Je suis donc allé lire les commentaires sous l'article. Petit florilège. Il doit arrêter la farine d'urgence. Son réveil va être brutal le 9 juin. Je n'en peux plus de ce type. Les électeurs de Macron peuvent-ils se regarder dans un miroir? Il fait campagne en Allemagne ou finira-t-il à Sigmaringen? Et c'est ainsi pendant 340 commentaires. Même dans le Figaro, je n'ai pas trouvé un commentaire positif sur Emmanuel Macron. Autrement dit, après son voyage en Allemagne, les Français oscillent entre mépris et fureur. Et quand on lit des sondages qui placent Valérie Hayé à 15%, on ne peut que penser que ces sondeurs sont optimistes, très optimistes. Mais avant de se rendre à Dresde, Emmanuel Macron a déposé une couronne au mémorial de l'Holocauste à Berlin ce lundi 27 mai. Un moment solennel de recueillement. Enfin, presque. Brigitte Macron est la première dame d'Allemagne, hilar, car elle se partage une blague alors qu'elle traverse le mémorial de l'Holocauste à Berlin, pendant que leur mari dépose une couronne pour les 6 millions de juifs qui ont perdu la vie. La honte et la colère. Mais a-t-elle conscience, Bribri, qu'elle représente la France, que son attitude est celle d'une ado écervelée de 14 ans? 14 ans d'âge mental? Il y a quelque chose qui s'est arrêté à 14 ans avec Brigitte. Remarquez que ce n'est pas la première fois que l'on attrape Bribri dans une position, dans une attitude d'ado attardé. Souvenons-nous. Elle avait été filmée dans une soirée VIP avec musique à fond, en compagnie d'Aya Nakamura. Elle devait parler bien évidemment de physique quantique. Et dans la vidéo, Brigitte Macron avait un filtre, oui, comme une midinette. Et on avait retrouvé ce procédé, si je puis me permettre, dans l'interview du Figaro Madame, où Brigitte Macron passait pour une égérie de la mode à plus de 70 ans. Et pour que cela soit un peu crédible, là encore, Photoshop. Et elle apparaît donc plus jeune que sa fille Tiphaine dans ce magazine. Que pensez donc de cette volonté de la part de Brigitte Macron de transformation à plus de 70 ans? C'est quand même un signe très inquiétant, ne trouvez-vous pas? Car la réalité, vous la connaissez, la voilà. Et après le monde de la mode, le monde du cinéma. Et oui, Brigitte Macron aimerait être une actrice. Et nous la voyons donner la réplique à Isabelle Nanty dans ce clip complètement débile pour récolter les pièces jaunes.
Elle donne la réplique à une actrice qui joue le rôle d'une présidente de la République dans Les Tuches. Les Tuches, Brigitte Macron, eh bien on a l'impression qu'en effet c'est l'âge mental de Brigitte. 14 ans donc. Et la presse internationale en fait évidemment ses choux gras. Reuters a diffusé cette photographie dans toutes les salles de presse et c'est un colossal scandale outre-Rhin. Colossale irritation du fait de se fou rire au sein du mémorial. Rien ne nous sera épargné. Autre femme macroniste qui fait la une, Maude Bréjon, la députée LaREM. Il y a parfois un lien entre insécurité et immigration, il faut être aveugle pour affirmer le contraire. Et Maude Bréjon précise, ça ne signifie pas qu'on essentialise les gens et d'appeler à regarder les choses en face. Après l'attaque au couteau survenue ce dimanche à Lyon par un Marocain sous obligation de quitter le territoire français, les fameux OQTF. Si elle vient contredire sa propre candidate Valérie Hayer aux européennes, Maude Bréjon assure qu'elle se fait le simple relais d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin. Le président de la République l'a dit, le ministre de l'Intérieur l'a dit, a argué l'élu macroniste. Petit souci, le journaliste fait remarquer que ni Darmanin ni Macron ont été aussi directs, ils ont un peu noyé le poisson. Et tous les macronistes lui tombent dessus car elle ridiculise Valérie Hayer, qui n'avait pas besoin de cela. Elle sort en effet essorée du débat des 8 européistes. Ce fut d'abord Jordan Bardella qui lui a envoyé un direct qu'il a mis dans les cordes. Ouais, par conséquent, débattre avec le président de la République, Marine Le Pen. Parce que c'est vous qui êtes candidate, madame. Voyez-vous, vous êtes tête de liste de la majorité. On a compris que vous êtes. C'est un débat important. Marine Le Pen, je pense qu'elle pourrait tout à fait affronter le président de la République. On ne dérange pas. La question que vous devriez vous poser, laissez-moi répondre. La question que vous devriez vous poser sur votre respect, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre tous les moyens de l'État pour aller vous sauver dans cette campagne électorale? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appeler Monsieur Attal, Monsieur Macron pour venir vous sauver? C'est parce que probablement vous êtes en très grande difficulté et qu'effectivement le projet caché, si vous arrivez en tête de ces élections européennes, c'est tous les sujets dont on a parlé, la hausse des prix du gaz, la désindexation. Je ne suis pas certain que ça soit à votre avantage. Non, il y a d'autres options. Puis ce fut au tour de Marion Maréchal de lui décocher une punchline qu'il a complètement groggy. Personne n'est allé sur les blocages et les barrages d'agriculteurs. En l'occurrence, moi, j'y suis allée. J'y suis allée, et je pense que vous n'auriez pas été très bien reçu. À aucun moment. Non, croyez-moi, j'en parlais déjà quand j'étais députée, au moment où on ne savait pas que vous existiez. Excusez-moi. Et enfin, elle s'est ridiculisée toute seule par un énième gros lapsus. Moi, je suis allée en Ukraine. J'ai rencontré Vladimir Poutine. Poutine. Mais vous êtes nombreux il y a quelques mois. Et oui, on a assisté à un naufrage en direct, ou plus exactement à de la cacophonie. Et en Palestine, il y a eu de la cacophonie au début. Il faut le dire. Moi, je le regrette. Et il faut qu'on... Un rapport sur l'audiovisuel public. Eh bien, il vient briser des a priori. Oui, il faut que je le confesse, je pensais que le service public ne donnait pas la parole aux intervenants de droite. Eh bien, c'était une fausse idée. Exemple avec France Culture. 1%, je pensais que c'était zéro, des intervenants sur France Culture ont des idées et des opinions de droite. Le rapport de l'Institut libéral Thomas More démontre pour la première fois, chiffre à l'appui, que l'audiovisuel public déroge à ses obligations légales d'impartialité et de pluralisme. Et les autres médias de service public? Eh bien, écoutons Cyril Hanouna. C'est France Culture donc, qui accorde le moins. France Inter également, voilà, toujours. Voilà, donc gauche 32%, voilà, et 7% à droite pour France Inter, 1% pour France Culture, 8% pour France Info, 3% pour France 2, 6% pour France 5 et 8% pour France Info. C'est un truc de fou. Un scandale. Alors nous, je vous le dis, nous le problème qu'on a, c'est que nous on invite tout le monde, hein, sachez-le, on invite. Les journalistes devraient se rappeler que leur travail est de débusquer la propagande du gouvernement, pas nous la faire avaler. Et dire que nous avions été qualifiés de complotistes lorsque nous dénoncions que sur le service public, il n'y avait pas un temps d'antenne équitablement réparti. Le rapport de l'Institut Thomas More est sans appel. Le pouvoir macroniste a son rond de serviette, comme le Parti socialiste. J'ai également martelé pendant des mois que si Macron arrivait à se maintenir à flot, c'est qu'il bénéficiait de la complicité des journalistes. Là encore, le rapport de l'Institut Thomas More est sans appel.
La droite, l'opposition, était presque invisibilisée sur les chaînes nationales. Et que dire des partisans de la souveraineté nationale? Eh bien, ils sont en quasi-clandestinité. Voilà, ce service public fait de la propagande pour le gouvernement 24 heures sur 24. Dernier exemple en date, la loi sur la fin de vie. Tous ces journalistes ont travaillé l'opinion pendant des mois, avec des cas difficiles, des maladies incurables. Eh oui, la loi sur la fin de vie, c'est pour soulager quelques cas exceptionnels. Les Français étaient majoritairement pour. Et ils découvrent que dans la loi, les critères, pour reprendre l'expression du Figaro, sont permissifs, qu'on risque d'avoir plus de 50 000 fins de vie par an. Ah, c'est un peu la gueule de bois. Parce que ces journalistes ont caché les intentions du gouvernement et ils n'ont surtout jamais évoqué les véritables enjeux moraux et financiers. Une infirmière nous dit tout. Face à la mort, quelle fraternité entre nous, nous dit Jean-Frédéric Poisson. Une infirmière en parle. Prenons soin de nos aînés et nos malades sans chercher leur utilité ni leur rentabilité. Ne faisons pas d'économies sur le dos de ceux qui souffrent. La vidéo est dans ma description. Lorsqu'on est infirmier, c'est pour soulager la douleur, ce n'est pas pour donner la mort. Et puis, vous iriez en confiance vous faire soigner par quelqu'un qui, entre deux pansements, pourrait être un marchand de mort? Je vous laisse répondre. Pierre Palmade, l'humoriste Pierre Palmade sera jugé pour blessure involontaire après un grave accident de la route en 2023. Blessure involontaire ? J'ai pas de mots, nous dit Béatrice Rosen, à part de penser à ce bébé tué et apparemment totalement méprisé, ignoré par cette décision, et à sa maman, et évidemment au petit garçon blessé avec son père. Je pense très fort à cette maman pour qui cette décision doit être littéralement insupportable, physiquement et mentalement. Mais comment cela se fait-il ? Mike Borowski. Dernière minute, Pierre Palmade ne sera jugé que pour blessure involontaire. Cet homme a des informations telles qu'il fait qu'il est protégé par l'État et la justice, mais que sait-il exactement? Pourquoi aucun grand média n'enquête afin de comprendre la clémence judiciaire? Il y a quelque chose de pourri dans cette République. Il faut savoir que Pierre Palmade est un habitué des soirées parisiennes. Il connaît le tout Paris, Pierre Palmade. Notamment Lynn Renault, une habituée du couple présidentiel. Il avait aussi des amitiés avec des ministres comme Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. Ceci explique peut-être cela. Chronique de la France, Orange Mécanique. Une enseignante agressée à l'arme blanche par un élève dans le Maine-et-Loire, dans le pays de Samuel Paty. Nos écoles continuent leur descente aux enfers. Ce pays devient un gigantesque guet-apens. Et puis, Pascal Praud pousse un gros cri de colère. Raconter la vie quotidienne des CRS en France. Hier à Marseille, un individu au volant d'une Renault Clio commet un refus d'obtempérer vers 18h dans la cité Bel Air, dans le 11e arrondissement, où les CRS effectuent un contrôle routier. L'individu refuse de s'arrêter et percute en pleine face un CRS. Un deuxième CRS fait usage de son arme. Le véhicule ne s'arrête pas pour autant et file jusqu'à la Mazénode, un quartier toujours dans le 11e arrondissement. L'individu est repéré dans un hall d'immeuble, il est blessé à l'omoplate gauche, pas de pronostic vital engagé, il s'appelle Kamel K, il a 22 ans, il est défavorablement connu pour usage et détention de stupéfiants, défaut d'assurance, port d'armes blanches, séquestration, proxénétisme, etc. Il a 22 ans. Que fait-il dehors avec un pareil curriculum vitae? Voilà une bonne question. Ce monsieur est transporté à la Timone où il est placé en garde à vue. Le premier CRS blessé l'est au membre inférieur. Le deuxième CRS, celui qui a tiré, est en état de choc. Il est aussitôt placé en garde à vue, c'est la procédure. Voilà donc le quotidien des flics en France. Les deux ont failli mourir. Le délinquant aurait dû être en prison, il a passé la nuit à l'hôpital. Et c'est un CRS qui a passé la nuit au poste, en garde à vue. Ce pays marche sur la tête. Il est 9h01. International, nouvelles avancées sur le front. L'armée russe annonce la libération
Tivanovka et de Nitailovo. La Russie enchaîne donc victoire après victoire. Et pourtant, selon Reuters, le président russe Vladimir Poutine est prêt à mettre fin à la guerre en Ukraine dans le cadre d'un cessez-le-feu négocié entérinant les lignes de front actuelles, ont déclaré 4 sources russes à Reuters. Si Kiev et les Occidentaux restaient fermés à la discussion, le dirigeant du Kremlin serait résolu à poursuivre l'opération militaire entamée en février 2022, ont-elles ajouté. Selon 3 de ces sources, au fait des discussions dans l'entourage de Vladimir Poutine, ce dernier a exprimé sa frustration devant quelques conseillers face au refus du président ukrainien Zelensky d'engager des pourparlers. Il évoquerait également des manœuvres soutenues selon lui par les Occidentaux pour faire pièce à toute négociation. Selon les spécialistes américains, il n'y a pas de possibilité de négociation tant que les élections américaines de 2024 n'auront pas eu lieu. La guerre va-t-elle donc durer jusqu'en décembre ? À suivre. Notre ami le général Alcazar, article de Russe-Europe, le nouveau modèle de croissance que la Russie entend mettre en œuvre d'ici 2030. Élément d'analyse. Extrait. Le projet ambitieux de Vladimir Poutine de faire de la Russie la 4e puissance économique mondiale à l'horizon 2030, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde, mais devant le Japon et l'Allemagne, s'appuie sur un changement plus ou moins radical de la politique économique. Le projet économique est donc bien celui d'accroître la souveraineté de la Russie dans le domaine économique. C'est clairement une réponse aux sanctions occidentales qui frappent le pays depuis 2022. Mais penser que ce tournant vers une économie souveraine soit uniquement une réponse conjoncturelle aux sanctions est certainement faux. La notion de souveraineté de l'État est dans tous les domaines, est en réalité au cœur du projet de Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir en 2000. C'est ce que nous enseigne par ailleurs l'exemple chinois. Il n'y a pas de croissance économique ni de prospérité sans souveraineté. Il serait bon que les énarques apprennent ces fondamentaux. International toujours. Israël bombarde des déplacés. Israël cible une zone désignée par elle-même comme Humanitarian Safe Place. Hutte de la Putassière grince. J'attends l'avis de Meyer Habib avant de me prononcer. L'ONU demande à Israël une enquête complète et transparente concernant son attaque sur Rafah. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient a exigé lundi d'Israël une enquête complète et transparente après la frappe israélienne sur un camp de déplacés dimanche à Rafah qui a tué 45 personnes. Une horreur absolue, selon le ministère de la Santé du Hamas. Je condamne les frappes israéliennes d'hier soir qui ont touché des tentes de personnes déplacées à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a écrit dans un communiqué Tor Wennesland. Je demande aux autorités israéliennes de mener une enquête complète et transparente et de prendre des mesures immédiates pour mieux protéger les civils, a ajouté le diplomate. Et comme d'habitude, Joe Biden condamne mais ne fait pas grand-chose. Quand est-ce qu'on va sortir de ce cauchemar ? C'est le moment d'ouvrir la page Fantasy avec Valérie Hayé. Renaissance, le parti qui monte malgré le silence des médias et les sondages truqués. En direct européenne, Valérie Hayé, Renaissance, se dit convaincue qu'elle réussira à convaincre les Français de ce besoin d'Europe. Mais oui, certainement. Hude de la Putassière. Bravo à Gabriel Attal pour cette initiative responsable. Marre des anti-TAF qui pourrissent la vie des bons Français. Alerte info, Gabriel Attal envisage la création d'un pass travail. Attention, c'est parodique. Réservé aux salariés qui permettrait d'exclure les demandeurs d'emploi des bars et des cinémas. Cela nous rappelle quelque chose. Un anti-TAF n'a rien à faire au bistrot, selon le Premier ministre, qui espère ainsi booster le retour à l'emploi. Excellent. Vous savez qu'au Festival de Cannes, le prix d'interprétation féminine a été remis à une transsexuelle. Eh bien, Hude de la Putassière est assez déçue. Un peu déçu personnellement, j'aurais préféré que le prix d'interprétation féminine soit décerné à Mai Kui, actrice thaïlandaise bouleversante dans le film Sepan. Je vous mets la vidéo dans ma description, vous comprendrez. J'espère que vous avez apprécié ce journal, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, au revoir.